Alors, comment est-ce qu'on transforme une immense vague de colère populaire en une véritable force politique? C'est vraiment toute la question au cœur du texte qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Un texte qui s'adresse sans détour aux Gilets jaunes, avec un but bien précis, canaliser cette fureur, jugée légitime, vers un bulletin de vote très spécifique. Allez, on plonge dans cette stratégie. Tout commence, et c'est assez malin, par une validation. En parlant de colère légitime, l'auteur ne fait pas que montrer de la sympathie. Non, il pose une base commune, il crée une connexion émotionnelle. C'est sur ce socle, cette reconnaissance, que le sentiment de colère est juste, que tout le reste de l'argumentaire va pouvoir se construire. Et là, on arrive au cœur du réacteur, à la thèse centrale du document. L'affirmation, c'est qu'un mouvement qui partait d'une cause juste a été, en cours de route, délibérément détourné. L'idée, c'est que cette colère brute, authentique, a été en quelque sorte kidnappée, puis redirigée pour servir un agenda qui n'était pas du tout le sien à l'origine. Bon, la première partie de l'analyse, c'est de poser un diagnostic. Comment concrètement cette colère a-t-elle été déviée? Le texte va essayer de nous démontrer comment ce cri du cœur des débuts a été, selon lui, petit à petit complètement sorti de sa trajectoire initiale. Pour bien marquer le coup, le texte met en opposition deux images très fortes. D'un côté, le cri pur des origines, un non catégorique à la précarité et à l'humiliation. Et de l'autre, ce que l'auteur décrit comme une déviation, un piège idéologique. En gros, le mouvement se serait retrouvé à débattre des mauvais sujets, bien loin de ses préoccupations de départ. Et pour donner un peu de vernis philosophique à tout ça, le texte va chercher le philosophe Sénèque. La citation sert à dire que la colère des Gilets jaunes, qui était noble au début parce qu'elle avait une raison, l'injustice sociale, a été rendue déraisonnable. Et comment? Eh bien en la dirigeant vers de fausses cibles, ce qui la transforme en une force chaotique et finalement totalement contre-productive. Ok, mais dire que la colère a été détournée, c'est une chose. Le texte prétend aller plus loin et veut nous montrer la mécanique derrière tout ça. Il nous présente ce qu'il décrit comme la véritable boîte à outils du manipulateur, les techniques qui auraient servi à aspirer toute cette rage. Premier outil, un grand classique, la simplification à l'extrême. C'est l'art de tout réduire à une histoire de gentils contre les méchants. Selon le texte, cette technique est redoutable, elle offre des slogans qui claquent, des réponses qui semblent évidentes, mais en réalité, elle empêche de réfléchir aux vraies causes, à toute la complexité du problème. Deuxième outil, un autre grand classique, évidemment, le bouc émissaire. La source explique que cette technique a servi à pointer du doigt des cibles faciles pour détourner la fureur. L'objectif derrière ça? Casser toute solidarité possible entre les différentes classes populaires, les monter les unes contre les autres pour mieux cacher les vrais responsables de la situation économique. Troisième technique, et celle-là est bien plus vicieuse, c'est ce qu'on appelle l'astroturfing. C'est comme une pelouse artificielle qui a l'air vraie de loin. Le principe est le même, on crée de toutes pièces l'illusion d'un énorme soutien populaire, souvent avec des armées de faux comptes sur les réseaux, pour faire croire qu'une idée ou un leader est beaucoup plus populaire qu'il ne l'est vraiment. C'est la fabrication d'un faux consensus. Alors, quand on mélange tout ça, quel est le résultat? Eh bien, selon l'auteur, c'est un poison lent, la culture de la défiance généralisée. Cette petite musique du « tous pourris » qui finit par paralyser toute action, qui décourage les alliances et qui mène à une conclusion terrible, à quoi bon voter? Au final, l'abstention n'est plus un accident, c'est le but recherché. Pour que ce soit bien clair, le document donne un exemple très parlant. Il met en face à face un slogan comme « défendre la famille » et la réalité glaçante des chiffres sur les violences faites aux femmes. L'argument est simple. On a orienté l'indignation des gens, on leur a appris à regarder ailleurs, pendant que les vrais drames se déroulaient sous leurs yeux. Bon, après la théorie sur la manipulation psychologique, le texte sort ce qu'il présente comme son argument massu. La preuve par A plus B, les chiffres. L'argument devient froid, presque clinique, un sabotage électoral prouvé par l'arithmétique. Et là, la thèse est simple, brutale même. Le texte soutient que si les voix de gauche n'avaient pas été éparpillées, le résultat des élections de 2017 et 2022 aurait été radicalement différent. Alors regardons ces chiffres d'un peu plus près. En 2017, il manque 1,72% à Jean-Luc Mélenchon pour être au second tour. C'est rien du tout. Et cette année-là, Benoît Hamon obtient plus de 6%. Rebelote en 2022, un écart de 1,20%, alors que Yannick Jadot fait plus de 4,6%. Pour l'auteur du texte, le calcul est sans appel. Sans cette division, la qualification était acquise. C'est mathématique. Et attention, selon le texte, ce sabotage par les chiffres n'est pas le fruit du hasard. Ce serait le résultat d'un long travail de sape mené depuis des années. Le document accuse certaines personnalités d'avoir semé la zizanie dans l'opposition tout en s'efforçant de gommer le passé de certaines figures politiques pour les rendre plus fréquentables. En gros, une sorte de grand brouillage des cartes pour que les électeurs ne sachent plus qui est qui. Alors, une fois qu'on a posé ce diagnostic d'une colère manipulée et d'un sabotage électoral, que faire ?
C'est là que le texte bascule de l'analyse à l'appel à l'action. Il va proposer une solution, une sortie de crise. Et la solution proposée, c'est une sorte de parcours en 4 étapes. D'abord, apprendre à résister à la manipulation, à aiguiser son esprit critique. Ensuite, refuser les faux choix qu'on nous impose, du type l'écologie ou le pouvoir d'achat. Troisième étape, unir les luttes, connecter le combat social et le combat contre le racisme. Et enfin, la dernière étape, la conclusion logique de tout ce cheminement, c'est de transformer cette nouvelle conscience en un acte politique. Et cet acte, c'est le vote pour la France insoumise. Là, on ne peut pas être plus clair. La prescription politique est posée sur la table. LFI n'est plus juste un parti parmi d'autres. C'est présenté comme le point de convergence, le seul endroit où la lutte sociale des Gilets jaunes peut rencontrer et fusionner avec la lutte pour la dignité humaine de l'antiracisme. Et tout l'argumentaire se conclut par cette phrase choc. On voit bien que le vote n'est plus juste un choix politique, c'est présenté comme un acte de précision. C'est comme réajuster la visée de sa colère pour enfin toucher la bonne cible, non pas une personne ou un groupe, mais l'injustice structurelle elle-même. Et on termine donc avec la question de fond que soulève tout ce document. Au-delà des partis, des stratégies, le véritable enjeu est là. Est-ce qu'une émotion aussi brute, aussi viscérale que la colère peut vraiment, au final, être canalisée pour devenir une force politique, stratégique, réfléchie ? La question, évidemment, reste ouverte. Merci d'avoir suivi ce décryptage.